C'est ça, voilà. Ça commence. Je regarde un petit peu les niveaux d'enregistrement, mais c'est bon. Oui. En fait, oui, on avait un peu parlé de cette question du village. Oui, je crois qu'on avait surtout abordé l'aspect organisationnel, comment c'était organisé là-bas. Et moi-même, en fait, c'était encore une découverte pour moi. C'est lié au travail que je suis en train de faire sur la bande dessinée que je vous ai expliqué là. Et c'est dans le processus de documentation. Et ça m'amène souvent à repartir vers le village, vers la campagne pour voir comment ça fonctionne. Parce que toute mon œuvre là, ça tourne autour de ça. C'est en campagne en fait. Il n'y a pratiquement rien qui se passe en ville, quoi. Voilà, donc, il faut que je ressorte à chaque fois pour un peu voir comment c'est organisé et puis répercuter ça sur le travail. Et là, sur place, tu te rends compte que le village, malgré souvent la proximité, là, ne fonctionne pas du tout comme la ville, quoi. Il ne fonctionne pas comme la ville. Tout est vraiment différent. La vision même du temps, la considération de l'espace, le rapport avec la nature, tout est différent. Et c'est ça qui m'avait un peu tiqué. Et autre chose que j'ai surtout remarqué là-bas qui était très intéressant, c'est le fait qu'on vivait dehors. Dernièrement, je suis sorti pour... j'étais à la recherche comme ça d'une forge traditionnelle parce que la prochaine séquence sur laquelle je dois travailler là, c'est sur une forge. Et donc, j'avais déjà fait un script en quelque sorte de ce que j'allais dessiner. Ça passait sur un truc de 3 pages là. Tout le sujet de la forge là tenait sur 3 pages. Donc j'avais fait un script, j'avais imaginé ce que j'allais dessiner, l'intérieur de la forge avec le forgeron qui travaille, son équipe et tout le reste. Et quand je suis sorti, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas à ce que j'avais imaginé. Donc moi j'avais vu une forge qui était une espèce de hangar, un atelier en quelque sorte. Je me suis rendu compte que j'étais influencé par ce que je voyais en ville en fait. Je voyais surtout des ateliers qui avaient des allures de garage bien enfermés, avec seulement les professionnels ou le personnel seulement dedans. Bonsoir. Oui. Voilà, donc dans mon imagination, c'était beaucoup plus un atelier moderne, avec à l'intérieur rien que le personnel, bien enfermé, et puis on travaille. Et là, je découvre sur le terrain, la forge tient sous un hangar. Il n'y a rien qui renferme, il n'y a rien qui limite, c'est un hangar. Le forgeron lui-même est là, avec un petit personnel, peut-être 1 ou 2 apprentis. Mais c'est dehors. Vous qui êtes passant, vous avez accès directement. Si vous voulez vous asseoir, vous vous asseyez, vous ne gênez pas son travail. Et si vous venez pour réparer votre daba, vous pouvez passer un temps là-bas avec eux et regarder comment ça se fait et même un peu donner votre avis sur comment on conçoit votre daba, quoi. C'est une façon de... On ne distingue pas trop le travail du vécu social. Tout est... Si vous êtes forgeron, c'est pas vraiment votre métier, comme en ville. C'est un peu votre identité aussi. Ce que j'ai constaté. Identité? C'est-à-dire qu'il ne sait pas considérer la forge comme son métier, qu'il quitte, et puis il n'a plus rien à voir tant qu'il ne revient pas. Non, il est forgeron. Jour et nuit, il est forgeron. Jour et nuit, il est forgeron. Ouais, c'est intéressant. ça veut dire que vous pouvez l'interpeller pour les questions de forge à tout moment. Et généralement, pour la plupart des forges que j'ai visitées, la forge est à seulement quelques pas de la concession du forgeron. Et à quelques pas. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire que depuis sa forge, il voit sa maison. Depuis sa maison, il voit la forge. Ah oui, oui. Ça, c'est un peu ce que tu disais par rapport à la conception de l'espace au village. Oui. Oui. Ça, je ne suis pas parvenu à l'expliquer. Je n'ai pas aussi eu à demander pourquoi c'était comme ça, mais j'ai constaté qu'un peu partout c'était comme ça. Oui. Voilà. Et donc, c'est un métier à temps partiel, pour ce que j'ai vu. La forge fonctionnait beaucoup plus pour préparer l'hivernage. Ouais, on prépare les dabas, que ce soit manuel, que ce soit les attractions, on les prépare. Et jusqu'à ce qu'on commence à cultiver, la forge fonctionne toujours.
pour continuer à réparer. Et c'est à peu près quand on a fini de cultiver, la forge s'arrête. Et les forgerons, la plupart de ceux que j'ai rencontrés avaient peut-être comme activité secondaire, il y en a qui font de la chasse, de la petite chasse. Et il y en a qui font de la pêche s'ils sont à côté d'un point d'eau. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas vu de forgerons qui faisaient aussi genre l'agriculture ou un truc comme ça. C'est peut-être leurs femmes qui cultivent le maïs ou l'arachide à côté des concessions. Mais eux-mêmes, il semble qu'ils sont vraiment occupés à faire de la forge quand les autres sont en train de cultiver. Donc ils font ça pleinement. Et après, quand il n'y a plus d'agriculture à faire, eux, ils passent à autre chose. Mais toi, tu es aussi lié à un village, j'imagine. Tout Burkinabé est lié à un village, on peut dire. Exact. Je suis lié à un village. Et dans mon village, ce qui fonctionne le plus, c'est les produits maraîchers. C'est où le village en question? C'est dans les encablures de Konkoloro. Konkoloro, c'est à 50 km à peu près d'ici. De quel côté? Vers quoi? Sur la voie de Koudougou, en fait. Voilà, c'est sur cet axe-là. Donc, si vous quittez Ouara, vous serez à mi-chemin entre Ouara et Koudougou. Vous êtes chez nous. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de points d'eau. Et les gens ont comme ça cette culture de produits maraîchers. Donc, on part plus loin vers les points d'eau pour le faire. Et même à côté des concessions, on met des puits, on creuse des puits et on cultive à côté des concessions. Donc, quand vous traversez, vous voyez des champs de légumes un peu partout. Tomates, oignons, qui sont clôturés avec il y a des petites clôtures ou bien non, pas spécialement? Pas toujours. Parce que du coup, il y a un peu moins d'élevage dans la zone. Donc peut-être qu'il n'y a pas trop de... Moins de risques. Moins de risques. Et quelques personnes qui ont peut-être quelques bétails, ils les attachent aussi. Donc c'est surtout une culture de produits maraîchers qui domine. Le forgeron, pour revenir au forgeron, j'avais cru comprendre que quelquefois, que le forgeron, c'est lié à certaines ethnies ou à certaines familles qui sont plutôt forgerons. Alors on est forgeron de père en fils, parce que tu disais un peu, on est forgeron jour et nuit quelque part, et là on serait presque forgeron de génération en génération. Exact. Je l'ai remarqué aussi, et même j'en ai parlé avec quelques-uns d'entre eux, et ils s'amusent à le dire, ils disent par moment, ici, un exemple, je rencontre un forgeron qui dit ici, dans cette localité, le forgeron original, c'est moi. Si vous partez un peu vers la sortie du village ou vous rejoignez un peu la grande voie, vous allez trouver d'autres forgerons qui fabriquent aussi des outils. Mais l'original ici, c'est moi. Effectivement, pour rejoindre ce que vous dites sur la question d'ethnie et autres, parce que lui, il est peut-être forgeron depuis ses ancêtres. Oui, c'est ça. Alors après, il y en a qui peuvent venir juste pour exercer le métier. Oui. Voilà. Mais ça n'a pas une liée comme pour lui. Donc la plupart de ceux qu'ils traitent de forgerons non originaux, en quelque sorte, c'est peut-être des gens qui viennent apprendre avec eux. Alors qu'eux l'ont toujours fait de père en fils, comme vous dites. Quand tu as parlé des forgerons, tu as dit que c'était surtout lié à la question de l'hivernage, de la saison des pluies, c'est ça que c'est à ce moment-là qu'ils sont très actifs. Oui. Tu parlais justement aussi, tu liais ça à des questions de temps, et tu parlais de certains rythmes au village. Et donc, à un moment où il y a beaucoup de gens autour du forgeron, et à un moment où il disparaît un peu de la circulation, ou bien pas vraiment, mais il fait beaucoup moins alors. Oui, bon, c'est vraiment ça. On a cette impression que ça fonctionne au besoin. Ce qui est étonnant et qui n'est pas seulement lié à la forge, c'est que vous avez un fonctionnement des agents du village, des gens du village qui s'imbriquent comme si quelqu'un organisait en arrière-plan. Alors qu'en réalité, il n'y a pas cette personne-là, il n'y a pas cette autorité-là qui dit il faut que toi tu travailles de tel jour à tel jour et que tu arrêtes. Et il faut que les gens viennent de tel moment à tel moment et après plus rien. Oui. Mais il y a une organisation naturelle qui est peut-être un peu instigée par la nature en quelque sorte.
les climats et un truc comme ça. Tout s'enchaîne ou quoi, tout Voilà. s'enchaîne. Dans tes investigations, il y a d'autres métiers comme ça au village Oui. que tu as investigué par rapport à ton projet sur les mines d'or. Pour le projet, les autres activités, je suis en train de me concentrer surtout sur ce qui a trait à l'exploitation minière en fait. Oui. Et en quelque sorte, ce qui m'a amené vers la forge, c'est Oui. parce que c'est eux qui fabriquent et qui réparent les outils des miniers. Ah voilà, ah oui, c'est ça, c'est par rapport aussi aux outils Voilà, des mines. c'est un peu le lien quoi. Ouais. Voilà. Et donc, c'est pour dire un peu que là où les sites d'orpaillage sont apparus, c'est un peu la ville qu'on a amenée au village, en quelque sorte. Parce que quand les orpailleurs arrivent, eux ne sont pas atteints, ils ne sont pas impliqués dans cette organisation naturelle dont je vous parlais. Ouais. Ils sont là pour profiter au maximum de ce que la mine offre. Et donc, eux n'attendent pas que le forgeron soit disponible pour venir demander le service. Ils modifient les rythmes, alors les orpailleurs. Ils modifient. Ouais. Ouais. Et alors, tu as aussi étudié les relations entre cette population qui arrive comme ça, qui est un peu donc les orpailleurs, et le village. Oui. Et les transformations que ça occasionne ou... Oui, beaucoup de transformations. Parce que ce qui distingue déjà les deux, et ça ne distingue pas que les orpailleurs depuis les gens du village, ça distingue en quelque sorte la ville depuis le village. C'est la conception même du temps. Ceux qui viennent de la ville n'ont pas le temps. Et ceux qui sont là au village ne peuvent pas concevoir qu'on n'ait pas le temps. Voilà, pour eux, ils ne calculent pas déjà le temps en termes de semaines, en termes de mois, non, c'est plutôt en termes de saison. Donc, que tu viennes et que tu dises il faut que tu finisses mon outil dans quelques heures, il faut amener ton outil et on va le faire comme on peut. Mais alors, eux, quand ils viennent, ils ne peuvent pas attendre. Ils ne peuvent pas attendre. Donc, ils modifient déjà le rythme du village quand ils arrivent, mais surtout, ils apportent de nouvelles choses. Généralement, quand ils arrivent, ils viennent avec leurs besoins, leurs envies, et ils ne peuvent pas toujours à chaque fois repartir en ville pour ça. Donc, ils sont obligés de recréer tout ce réseau-là, tout à côté, pour ne pas avoir à trop se déplacer. Et ça, c'est facilement fait parce qu'il y a de l'argent autour. Donc, une fois qu'il y a des orpailleurs qui s'installent quelque part, il y a du profit à faire autour d'eux. Et donc, ça appelle beaucoup d'autres personnes. Commençant par des boutiquiers, des vendeurs de pièces détachées, jusqu'aux filles de bar et tout le reste. Et ce sont les villageois qui s'adaptent à ces demandes ou bien ce sont des personnes de l'extérieur qui... Non, généralement, ils viennent de l'extérieur. Ah oui. Ils viennent de l'extérieur, généralement. J'ai constaté que dans la plupart des villages, les autochtones mettent du temps avant de s'impliquer dans cette histoire d'orpaillage. Ils ne viennent pas directement. Ils sont soit en train de faire de l'agriculture, soit en train de faire de l'élevage ou quelque chose comme ça. Et c'est comme s'ils se méfiaient de cette nouvelle activité qui fait beaucoup de bruit, qui fait beaucoup bouger. Et vous pouvez arriver à voir que sur le site d'orpaillage, c'est plein de monde, mais il n'y a pratiquement personne de la localité. Tout le monde est venu soit de la ville, soit d'autres sites. C'est-à-dire qu'ils se déplacent beaucoup de site en site. Et les villageois ne sont pas tentés par cet argent qui apparaît facile ou quoi Bon, personnellement, je me suis dit que c'est parce que peut-être ils ne fonctionnent pas selon le même type de besoins. Oui. Le villageois qui a toujours été au village ne conçoit pas que tu aies besoin de gagner 100 000 francs par jour, tous les jours. Et l'orpailleur qui a quitté la ville pour venir, lui, il n'a pas de limite à ce qu'il voudrait gagner. Si la terre peut donner des millions tous les jours, il prend. L'argent n'est pas important pour le villageois Si, mais il ne le conçoit pas dans une autre façon de gagner que ses méthodes traditionnelles. Oui. Pour lui, l'argent, c'est peut-être les quelques moutons qu'il a mis en place, qu'il a installés dans un enclos qu'il nourrit.
si un jour il a besoin de vendre un d'eux, c'est toujours pour une raison donnée. Et après, il est là. Donc, l'argent, c'est important pour ce qu'on voudrait en faire, en fait. Et eux, ils ne veulent pas faire autant de choses comme les gens de la ville. Peut-être que c'est un peu lié souvent à une forme de désenclavement de certains villages en quelque sorte. J'ai visité par exemple des maisons, des concessions de forgerons où le forgeron est là, ses enfants sont là en train de travailler avec lui. Ils sont grands, hein? Des enfants qui sont mariés, qui ont des femmes, des enfants et qui travaillent avec leur père. Pendant qu'il y a les orpailleurs qui arrivent, qui font tout le bouquin, qui repartent, mais les enfants restent là avec leur papa et puis travaillent la forge. Je n'ai pas cherché à creuser ça. Je me suis dit que c'est peut-être pas comme ça partout. Hein. Peut-être que par endroits, les villageois prennent rapidement le train et puis ils s'en vont dans cette quête d'or là aussi. Mais la plupart du temps en tout cas, les orpailleurs viennent d'ailleurs, ils viennent faire toute la pagaille là. Et on les regarde quoi. On les regarde. Le villageois prend le temps de regarder alors? Oui, il n'est jamais pressé. Il n'est jamais pressé. Et même que par endroits, ça génère des conflits. Il y a des villages qui se rendent compte très rapidement que leur paillage crée un désordre dans leur village et qui essaient de le combattre d'une façon et d'une autre. Et ça, je l'ai vu à Gawa. Là-bas, les autochtones ont carrément demandé à ce qu'on ferme les sites d'orpaillage. Ils ont cité des raisons, hein, comme quoi il y a beaucoup de dépravation, il y a la dégradation même de la nature, et ça ne profite pas à leur région parce que bon, on extrait et puis on s'en va avec. Et ces plaintes en fait émanaient de gens particuliers au village, c'est-à-dire il y a les fameux trucs agents de développement là par exemple. Est-ce que ces plaintes dont tu parles venaient du chef ou bien des sages ou... Alors, moi je suis allé tomber dans un mouvement qui était déjà en ébullition, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment pu décortiquer pour savoir comment ça se passait. Je n'ai même pas vraiment su comment c'était organisé. Mais toujours est-il que j'ai trouvé une population autochtone qui était pratiquement aux prises avec les orpailleurs. Et alors ces orpailleurs, ils travaillent pour des sociétés étrangères ou bien oui, j'imagine ce sont des mines qui dépendent de... Pas toujours. Pas toujours? Non. Ah. Il y a des sites d'or qui sont vraiment dans l'anarchie comme on dit. Comme on dit des mines anarchiques là. C'est-à-dire on découvre un filon et les gens affluent vraiment comme à l'arrivée vers l'or quoi. Oui, oui. Alors, il y a beaucoup de ces sites là. On m'a fait le témoignage d'un site qui était à Bobo. Ça, je n'ai pas pu le voir. J'étais à Bobo, mais c'était un peu excentré en fait. Donc, je suis arrivé en ville et le site se trouvait à peut-être près de 60 km de la ville et dans un endroit qui était difficile d'accès. Bon, non seulement c'était difficile d'accès, et en plus c'était défendu en plus, parce que c'est un parc naturel. Voilà. Donc, l'or apparaît là-bas. Les gardes forestiers disent personne ne vient parce que c'est gardé, c'est protégé, et même c'est même pas ouvert pour la visite quoi. Même le tourisme on n'y fait pas. C'est une réserve fermée, oui. Oui. Mais toujours est-il que les orpailleurs y viennent clandestinement. Et là, je n'ai pas vu, c'est juste les témoignages que je suis reparti avec. Et les gens viennent carrément dans la nuit. Avec le site est difficile d'accès, c'est-à-dire ils utilisent les tricycles, les taxis motos que vous voyez ici. Ah oui. Jusqu'à un certain niveau, on ne peut même plus. Il faut continuer à pied. Ils arrivent sur l'endroit et ils commencent à creuser en ayant quelque part un guetteur pour voir si les gardes n'arrivent pas. Vous voyez, bon, ces gens de sites-là ne peuvent pas dépendre d'une société. C'est creusé comme cela, avec tout ce que ça comporte comme danger. Bon, mais là, en quelque sorte, je n'ai pas été très motivé parce que c'était pas vraiment dans la ligne de mon travail en fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ces sites-là
le rapport avec le village qui était autour. Mais là, ça se passait dans une réserve, il n'y avait pas de village autour. Donc c'était les orpailleurs entre eux. Voilà. C'est un autre cas, quoi. Moi, je voulais voir ce que ça fait au niveau du village et spécifiquement ce que ça fait au niveau de l'école primaire. Voilà, donc c'est un sujet qui est bien, mais bon, pas vraiment dans... Oui, bien sûr. Ouais. Il y a la question donc de la protection du village, le villageois qui veut protéger son village. Donc le villageois aime le village. Exactement. Parce qu'en même temps, on dit souvent que les villageois veulent quitter le village pour aller en ville, avec cette espèce de fonction publique qui est une sorte d'idéal. Oui. Bon, non, ça c'est... Je crois que ce n'est plus vraiment d'actualité. Hein. Ce n'est plus vraiment d'actualité. Il y a beaucoup de villages où on ne pense pas vraiment venir en ville. Et même qu'aujourd'hui, c'est peut-être... Ça se passe autrement parce que c'est plus facile de venir en ville, quoi, comparativement à ce qui se passait dans le temps. Du coup, si vous vous rendez dans la plupart des villages, les jeunes qui ont 20 ans connaissent tous la ville. Donc la ville, ce n'est plus un mythe pour eux, quoi. On ne veut plus venir en ville pour venir en ville. À moins d'avoir une raison sérieuse, on vient en ville quand on veut. Donc pourquoi est-ce qu'on va se casser la tête pour venir en ville comme ça? Non. Et certains même ont fait l'expérience de la ville et ils ont vu que la ville n'offrait pas grand-chose. Alors qu'au village, on peut quand même faire des choses, quoi. Ah oui. Ouais. Donc vraiment, les villages vivent ou sont moins menacés que par le passé, par ce mythe de la ville. Oui. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'activité qui renaît, ou en tout cas que les choses se consolident dans les villages. Oui, oui. Actuellement, je crois que les villages revivent vraiment. Les villages revivent. Et ça peut être différent par région, en fait. Ça peut être différent par région. Mais en tout cas, l'affluence comme ça vers la ville n'est plus comme avant. Plus comme avant. On peut peut-être chercher à améliorer sa condition professionnelle, financière, un truc comme ça. Mais là, on cherche ce qui peut l'améliorer. On ne le cherche pas automatiquement en ville, quoi. Alors, on regarde un peu où est-ce qu'on peut améliorer ce qu'on fait, quoi. Alors, s'il se trouve que c'est en ville par rapport à tes relations, ok, tu peux essayer de venir en ville. Mais s'il se trouve que tout peut se faire au village, bon, tu restes au village. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui rythme au fond le village? Tu as notamment un peu parlé du marché. Oui. Le marché, oui. Le marché est un bon baromètre. Hein. C'est pratiquement tous les villages s'organisent un peu autour de leur marché, en fait. Tous les villages. Et c'est déjà un moyen de communiquer entre les gens du village, d'échanger entre les gens du village et d'échanger aussi avec les gens d'autres villages. Donc, j'ai remarqué que dans une commune donnée, dans une commune qui peut compter genre une dizaine de villages, les villages les plus proches là, je reviens un peu à ce que j'avais dit, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui organisait derrière. Mais vous allez trouver que s'il y a un village ici qui a un marché le lundi là, le village prochain, son marché sera peut-être un mercredi. Et celui qui est tout juste à côté aura un marché un vendredi. Donc de telle sorte que le lundi, ceux des autres villages viennent faire le marché avec vous ici. Et mercredi, chez vous, il n'y a rien. Vous devez aller de l'autre côté pour faire le marché avec eux. Donc du coup, c'est un moyen d'échange extraordinaire entre eux-mêmes déjà et entre les gens d'autres villages. Donc, et comme le rythme est assez lent, on échange ce qu'on a comme produit, on échange aussi des services dans le cadre du marché. C'est vraiment ce qui rythme le village, quoi. Alors, ce qui se passe, c'est que depuis un certain temps, les marchés aussi sont un peu modifiés, quoi. Sont un peu modifiés. On voit l'apparition notamment de certaines boutiques faites des commerces un peu plus développés. Et ça encore, c'est en fonction des régions. Dans
dans les villages les plus proches des villes, vous allez voir qu'on a tendance à rapprocher un peu les jours du marché. On a plus besoin de vendre que dans les villages les plus reculés. Dans certains villages, par exemple, le marché, c'est peut-être une trentaine de hangars qui sont complètement vides s'il n'y a pas de marché. Il n'y a rien, quoi. Peut-être quelques chèvres qui se baladent à gauche, à droite. Mais le jour du marché, tous ces hangars sont occupés. Et même autour, c'est-à-dire que le volume de hangars que vous voyez, si vous venez un jour de marché, c'est doublé ou triplé. Ouais, tout autour, il y a du monde. Jusqu'à sous les arbres, il y a des gens qui exposent leurs marchandises et qui vendent. Au village, enfin, tu parlais d'une commune qui regroupe plusieurs villages. Ouais. C'est une commune qui ne fait que regrouper plusieurs villages ou bien une commune qui a un centre administratif avec des villages autour de cette commune? Je pense à Zignaré au fait qui... Non, si c'est établi comme commune, oui. Ce n'est pas que regroupé, ça administre vraiment ces villages. C'est ça, oui. Ouais. Oui. Alors vous pouvez, depuis quelque temps, beaucoup de départements ont été revus en commune et ça fonctionne très bien. Ah oui. Ça fonctionne très bien parce que les maires entre eux je crois qu'ils ont des coalitions, des associations comme ça qui les regroupent et chacun fait son travail, quoi. Chacun fait son travail. Et j'ai même visité quelques mairies dans les communes où je suis passé. Et j'ai remarqué que la plupart d'entre eux avaient fait établir des plans de développement de leur commune. Et ils me les ont montrés, comment est-ce qu'ils voyaient la commune dans 2, 3, 5 ans. Et quelle est même la situation de la commune, ils sont capables de vous le dire. En termes de population, en termes de points d'eau, en termes de démographie. Ils en ont. Donc ils font vraiment une sorte de répertoire des richesses des villages. Oui. Ça existe donc. Oui. Et quand tu dis ça, c'était quelle commune par exemple? Dernièrement, j'ai travaillé dans la commune de Kayao. Kayao? Oui, Kayao. Kayao. Oui, Kayao, c'est devant Saponnet. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, Saponnet, c'est sur l'axe Ouaga allant vers le Ghana. Ah d'accord, oui. Donc, si vous arrivez à Saponnet, vers Thiébélé, Pau, c'est ça, c'est dans cette direction-là. Dans cette direction. Mais bien avant d'arriver jusque-là. Oui, voilà. bien sûr, oui, d'accord. Oui. Donc, Saponnet déjà est à une trentaine de kilomètres de Ouaga. Et après les 30 km pour atteindre Saponnet, vous avez encore 40 ou 50 km pour être à Kayao. Donc, c'est un peu excentré parce qu'il n'y a pas de bitume qui va jusque-là. C'est la voie rouge là. Mais une fois sur place, vous voyez que c'est assez bien organisé, quoi. Ouais. Les infrastructures sont là et puis l'administration s'en sort. Ah oui. Et par rapport au chef traditionnel, alors, ça c'est une administration. Il y a toujours ce double pouvoir, au Burkina en tout cas, entre l'administration qui est un peu l'héritage de la France quelque part, et en même temps la chefferie qui est là, qui est moins organisatrice peut-être. La chefferie, bon, à mon avis, je crois que les deux collaborent aux besoins en fait, ce que j'ai observé. Mais toujours est-il que pour ma part, j'ai beaucoup plus été du côté de l'administration. Voilà. Côté chefferie, je n'ai pas trop travaillé là-dessus. Peut-être que ça va venir par rapport à d'autres projets. Mais surtout, j'ai eu affaire à ceux qui étaient du côté de l'administration des communes, de la mairie, un truc comme ça. Le problème avec les chefferies traditionnelles, c'est que c'est très sectaire en fait. Si dans la commune il y a genre 10 villages, vous pouvez vous retrouver facilement avec 10 chefs traditionnels. Ils sont indépendants, hein. Chacun s'occupe de son village et puis voilà. Donc à la fois les 10 villages sont regroupés par une commune et en même temps ils ont une sorte d'indépendance. Ils ont une forme d'indépendance, oui. Ce qui va vraiment dans le sens de ce que tu disais
une organisation qui... Une sorte d'homogénéité, enfin Exact. de dynamisme naturel, je dis, enfin pas naturel, mais en tout cas qui est là, spontané, quoi. quoi. Qui semble pratiquement palpable, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors au village? Le marché, un type de travail particulier, tu parlais des forgerons, qu'est-ce qui est important encore au village? Au village, ce que j'ai encore observé en tournant un peu, c'est que on dépend de son milieu. Si vous vous rendez dans des espaces où il y a une abondance en matière de points d'eau, genre côté hydrographique c'est abondant, vous allez trouver qu'on fait beaucoup plus dans la pêche, dans la culture maraîchère, des trucs de ce genre. Alors si vous vous rendez un peu dans des zones moins généreuses là, vous allez trouver qu'on est beaucoup plus dans l'élevage. Donc on fait des activités qui sont un peu liées à la condition climatique. Au milieu, quoi. Au milieu. Ouais. Ce que j'ai observé. Mais pour l'exemple du forgeron, c'était assez intéressant parce que j'ai trouvé que lui, il était un peu partout. Que nous soyons dans la zone de l'élevage ou dans la zone de la culture. Et là. Ah oui. C'est vrai qu'au fond, même pour la pêche, est-ce qu'il y a des éléments métalliques dans la pêche ou quoi ou... Oui. Oui. Il y en a. La forge. J'ai surtout remarqué aussi. Bon, ça c'est peut-être. Ça m'a donné une idée de projet que peut-être je vais encore étudier un peu avant de voir ce que ça donne, quoi. J'ai constaté que dans tous les grands domaines de la vie comme cela, la perception était différente au village qu'en ville. Au village, quand vous tournez, vous voyez très souvent des gens seuls dans la campagne, au niveau d'un champ, en train de faire la pêche, la cueillette, des trucs comme ça. Mais très souvent, ils sont seuls, comme cela. Mais quand vous prenez le temps de les observer, ou plutôt quand vous allez même causer un peu avec eux, vous ne sentez pas cette solitude. Alors, la personne est seule, mais ne sent pas qu'elle est seule. C'est comme si elle était en symbiose avec sa nature, avec ce qu'elle est en train de faire. Donc, du coup, vous pouvez avoir quelqu'un qui passe toute sa journée tout seul, comme ça, dans son coin, qui ne s'ennuie pas, qui ne se rend même pas compte qu'il est seul. Et j'ai beaucoup remarqué ça, quel que soit le type d'activité qu'il faisait, même les bergers qu'on voit souvent, les troupeaux et autres là. Vous pouvez voir un tout petit enfant d'à peine 10 ans, avec un petit troupeau, qui passe la journée tout seul. Mais ça n'a pas de ressentiment sur lui, il n'y a aucun problème. Donc, ça c'est un constat que je fais au village. Quand vous revenez en ville, vous trouvez des gens qui sont attroupés quelque part, assis, en train de faire dans les espaces de marché ou un truc comme cela. Vous pouvez trouver un groupe de 10, 20 personnes, ils sont là, mais qui ne se parlent pas. Ils sont nombreux ensemble, mais chacun est seul dans sa tête. Donc c'est une différence incroyable que j'ai notée entre la ville et puis le village. Donc moi j'ai pensé que c'était le rapport à la nature qui faisait ça. En ville, on n'a pratiquement pas de rapport à la nature. Hein. On essaie d'avoir plutôt un rapport avec les autres, mais qui n'est pas toujours évident. Donc, on peut être là avec d'autres personnes, mais se sentir complètement seul. C'est en même temps un sujet assez philosophique, hein, mais qui ici, si on l'évoque là, les gens vont avoir tendance à repartir vers le côté académique pour ressortir ce qui est dans les livres et tout. Alors que moi, j'ai surtout cette idée de montrer ce qu'on voit directement, sans peut-être expliquer, et peut-être utiliser des commentaires de camarades avec qui je cause tous les jours. Donc, pour montrer que un peu la philosophie, ce n'est pas qu'une affaire d'école, quoi. Tout le monde fait la philosophie en quelque sorte. Sur les questions les plus intéressantes, chacun réfléchit et a son opinion sur les choses. Donc, j'allais faire quoi? J'allais recenser un certain nombre de thématiques
comme la solitude déjà dont je vous parlais, peut-être une trentaine. Et sur un document qui n'aura pas peut-être, je ne sais pas, un format plus petit, genre un album de CD, ça fait 12 sur 12 je crois. Et à l'intérieur, avec des pages pelliculées, je mets d'un côté ce qu'on observe en ville, avec peut-être une illustration sur le sujet donné, et de l'autre, ce qu'on observe au village, avec peut-être une illustration aussi et un commentaire. Donc, à la fin, ça va être un document qui fait quoi? Qui compare un peu la ville là, au village, ben, peut-être sans critique, juste en termes d'observation, ce qu'on voit. Génial. Ouais. Je suis preneur. Tu sais qu'un livre pareil, ça revient. Donc c'est de la couleur. Hein. Ouais. C'est pas imprimé en offset, c'est imprimé en numérique. En numérique, oui. Et donc ça revient à 2 € pièce. Ah oui. Tu vois. Bon, il fait, là je crois qu'il fait 50 pages, 52 pages. Ouais. Et tu vois, 2 €, c'est pas énorme. Non, Hein. non, c'est bien. En plus c'est de la couleur, tu en tires pas trop à la fois. Oui. En tout cas, j'ai pensé beaucoup à ça. C'est comme un travail qui se fait en marge de ce que je suis en train de faire déjà. Qui provient de tes observations sur le village. Oui, le village que je compare à ce que je vois déjà en ville. Ouais. L'illustration, on peut utiliser toutes les techniques qu'on veut, hein. On peut en rester à l'encre comme ça, on peut utiliser le lavis ou l'aquarelle, ça dépend de ce que ça va donner comme rendu final. Écoute, ouais, moi je prépare à la fois cette expo sur le village et un album texte-image sur l'expo. Ok. Donc deux formes différentes. Bon, il y aura des. J'ai tourné quelques séquences aussi, tu vois, que je vais mettre, que je vais projeter sur un drap. Ouais. Et puis alors j'ai pas mal d'entretiens que j'ai envie de faire écouter, tu vois, des extraits. Donc les gens peuvent avoir un casque sur la tête et écouter ça. Exact. Alors évidemment, cette question-là, c'est génial, quoi. Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. D'accord. Lier ça à une expo, tu vois, ça peut aussi être une expo. Oui. À côté, une expo dans l'expo. Oui. C'est intéressant parce que si, au moment de la conception, on peut prévoir des versions numériques qui peuvent être ressorties en grand format dans le cadre d'exposition de ce genre. Très facile, quoi. Et même dans les outils numériques, là, on peut utiliser pour faire des projections. Les projeter, oui, c'est ça. Sur un mur, quoi, les faire passer les unes après les autres. Oui. Donc le tout, c'est peut-être de réussir le concept qui consiste à comparer la ville au village à travers certains concepts, tout simplement. Oui. Tu vois d'autres concepts? Tu as déjà pensé à d'autres concepts? J'étais en train de le réfléchir, mais en même temps, je voulais faire en sorte que ce soit des concepts assez intéressants, mais qui ne me demandent pas de porter un jugement. Je vais juste constater, en fait, et laisser le jugement peut-être à ceux qui vont observer, à ceux qui vont regarder la chose. Parce que du coup, quand vous jugez, vous limitez un peu la chose. Donc, le lecteur ou celui qui tiendra l'album là sera limité à emprunter la voie que vous avez utilisée, quoi, au détriment de toutes celles qui seront laissées rester là. Donc, si vous voulez, je vais tout mettre sur papier et là-dessus, je vais même proposer les concepts que je veux étudier. C'est génial. On verra ce que ça donne. Tu le feras à la main? Tu fais à la main? Tu écris à la main en général? Pour écrire, pas beaucoup, non. J'écris plutôt sur l'ordinateur. D'accord. Parce que même un document pareil, tu vois, un document de genèse de projet, moi ça m'intéresse énormément. Tu vois, moi j'ai travaillé pendant 17 ans dans un centre d'archives. Okay. Et donc tout ce qui est, tu vois, préparation d'un document, d'un projet d'écriture, moi je trouve ça intéressant parce que tout est exploitable en fait. Enfin, à partir du moment où ça a beaucoup de sens, comme ce que tu racontes là, je trouve. Enfin, ce que je fais à la main, c'est beaucoup plus la préparation des travaux
d'illustration de bande dessinée. C'est ça que je fais à la main. Et j'utilise un peu des carnets de ce genre. C'est facile à transporter. Je sors peut-être avec un critérium. Et où que je sois, je peux le sortir et puis commencer à préparer quelque chose. Ah oui. Voilà, généralement, je pense des choses comme ça. Ça donne un script et puis après, quand je dois travailler, je sais exactement dans quel sens je pars, quoi. Oui. Et là, les cases sont pas toujours comme ça ou Non. à la page suivante, c'est quoi alors? C'est autre chose. Ah oui. Bon, ça, je ne prends pas le temps de faire. C'est déjà le scénario comme ça. C'est ça. Oui. En fait, c'est ça qui donne ce qui est dans ce magazine-là. Ah oui. Ça, c'est un magazine auquel tu collabores aussi. Ah oui. Qui est quoi alors? Ce magazine s'appelle comment? Votre santé. Ouais. Ok. Ah oui. Et donc, tu as combien de collaborations comme ça 3 pour le moment. 3, ouais. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est hebdomadaire ou mensuel? C'est un mensuel. C'est un mensuel. Ça, j'ai l'idée de cette bande dessinée que je sors sur une page là. Ouais. Je pense la mettre en couleur pour la sortir en album en fait. Ouais. Parce que nous n'en avons pas beaucoup dans le milieu, quoi. Pas d'album. Des BD, oui. Ouais. Ça, c'est aussi, il faudrait vraiment voir, tu vois, à combien ça revient chez vous, l'impression de ça. Ouais. Parce que là, chez mes amis, ça, j'imprime en Pologne, tu vois. Oui. Et donc, ils sont vraiment... tu verras, enfin, ouvre-le si tu veux bien, hein, on enlève le plastique, mais tu verras, en plus, c'est du papier, c'est un papier intéressant, c'est un papier Munken, bouffant. Et donc, c'est un papier qu'en général, on utilise peu pour la BD, mais qui, je trouve, donne du bon résultat, parce qu'en fait, il boit légèrement les couleurs. Mais il a vraiment un caractère... Enfin, c'est du bouffant, quoi. Oui, c'est pas facile à enlever. D'ailleurs, je vais arrêter de mettre du plastique là-dessus parce que c'est vraiment pas une bonne idée. En même temps, c'est bien protégé. Oui, c'est ça. En fait, chez moi, simplement, il fait un peu humide. Ma maison n'est pas très chauffée, donc c'est pas mal d'avoir un film protecteur. Ici, c'est plus pour la poussière, c'est important. Tu vois, le papier, c'est un papier intéressant déjà. Ah oui. Ça va. Très bien réussi, hein? Oui. L'impression est sans faute là. Oui, c'est ça. La qualité des couleurs est vraiment... correcte. Ouais. Correct. Et alors, figure-toi, c'est vraiment des images qui sont pas en bonne définition du tout. Donc c'est des images qui font, je pense, maximum 240, même pas un méga, quoi, un cinquième de méga. Incroyable. Et donc, dans le sortir, numérique, ça ne pose même pas de problème. Il ne faut pas faire ça en 300 dpi ou quoi que ce soit. C'est vrai. Ça, c'est des photos qu'il m'a fournies en même temps que des peintures. Tu verras, il y a des peintures à lui. Comme sur le projet dont je vous parlais là. C'est-à-dire on peut considérer un deuxième album dans lequel on compare ensemble la ville et le village en utilisant des concepts. Là, si vous voulez, pendant que vous êtes là, on va peut-être visiter un autre village, genre Bissiga, et dégager les thèmes à partir de là. Si ça vous dit, hein? Ça me dit grandement. Je trouve que ça peut être très bien. Ah oui, non. Ouais. Ben, c'est ce que je cherche vraiment. Hein. Donc en fait, l'autre livre que je viens de publier, c'est sur la mort des villages en Belgique. Oui. Tu vois. Et donc en même temps, bon moi depuis curieusement que ce jumelage avec Zignaré, qu'on en parle dans mon village, je suis beaucoup plus actif dans ce village. Okay. Et donc ils viennent de me nommer président de la commission du patrimoine, par exemple, tu vois.
Et donc vraiment jouer un rôle actif là. J'ai vraiment un bibliothécaire qui est vraiment un allié. Ouais. J'ai une maison de village où en fait c'est une résidence d'artistes. Ouais. Donc ils accueillent des gens qui peuvent rester là et faire des ateliers avec des personnes. Ok. Ça devient un lieu intéressant. Oui. Oui. Le jumelage, moi je ne crois pas du tout au jumelage en fait, parce qu'en général ça se limite à pas grand chose. Ouais. Mais là, si on a vraiment envie de faire quelque chose et de faire quelque chose de fort, Ouais. le village burkinabé tel que tu le présentes, c'est très intéressant pour nous, quoi. Ouais. Parce Ouais. que c'est aussi un mode d'organisation du territoire, comme tu dis, de l'espace, du temps. Ouais. On essaie de retrouver ça chez nous, hein, parce que les Ouais. villes chez nous, ça c'est l'enfer quelque part aussi, hein, Ouais. au niveau du temps, du travail, de la pression. Oui, oui, oui. C'est vrai. Donc oui, moi je suis vraiment preneur, hein. D'accord. Et même, tu vois, par exemple, tu vois, l'ami qui a fait bon, ça c'est des formats A3. La photo était Ouais, 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 ok. ouais. Ok. Mais donc, réduire, Mhm. c'est possible. Ouais. Il n'y a vraiment aucun problème. Ah oui, oui. Là, tu verras, il y a des détails aussi que D'accord. j'ai pris dans certains de ces peintures, disons, peintures photos. Un festival à Grenoble. Ouais. Ah, d'accord. Ils avaient choisi comme ça d'inviter quelques auteurs. Et ils avaient mis dedans qu'ils voulaient aussi rencontrer des illustrateurs d'ici. Ah oui. Donc je crois que c'est le ministère d'ici qui a un peu organisé un appel pour voir qui faisait des illustrations dans les livres. Il faut dire qu'on n'est pas nombreux. Il y a beaucoup de dessinateurs, mais l'illustration c'est un sujet qui... Là on n'est pas nombreux. C'est quand même très différent quoi. Un tableau de peinture, une caricature et puis une illustration, c'est... J'ai une petite charge d'enseignement dans une école supérieure, tu vois, à Ok. l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, Oui. et dans la section illustration. Oui. Ah oui. Et donc mon chef, qui est un ami en gros, enfin oui, qui est vraiment un ami, Oui. est donc illustrateur, quoi. Formidable. Et donc moi j'enseigne, enfin je suis censé enseigner ce qu'on appelle texte-narration. Donc l'idée c'est simplement de faire travailler les étudiants à écrire, quoi. Oui. Oui. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de comparer les pratiques, hein. C'est vrai. Hervé Yamguen, il va venir. Non, je pensais inviter Ousseni, parce qu'Ousseni va venir en France, Oui. et pas tellement loin de la frontière belgo-française où moi je donne cours, là à Tournai, Ok. où habite d'ailleurs Isabelle. Oui. Et donc, ça bon, évidemment, inviter quelqu'un, Mhm. ah, voilà, c'est pas évident, hein. Chez nous, il faut vraiment. Il y a tout un mécanisme. C'est un peu partout, hein. Ouais, ouais. Je l'ai constaté aussi en France. C'est pas simple du tout. Pas simple du tout. L'académie où je travaille est dirigée par quelqu'un qui, en fait, préfère ne pas entendre parler de ça, quoi. Ça complique les choses. Mais ouais. Ce qui marche un peu mieux, c'est pour... vu qu'on est un peu dans le domaine artistique, c'est peut-être les ateliers de création, un truc comme ça. Il y a souvent des appels par rapport à ça. Ça peut mieux fonctionner. Et ça donne souvent plus de temps pour travailler, pour réfléchir aussi, quoi. Ouais, ouais. Sinon, les invitations à part entière, c'est assez compliqué. Ouais. C'est assez compliqué. Ouais, c'est vrai. Pour le village, est-ce que tu avais encore d'autres choses, des observations Ce qui m'intéresse dans tout ce que tu as dit, tu vois, c'est que en fait, l'album auquel je pense, ce sera une espèce de collage de paroles. C'est ça. Et donc, je suis en train de, au fond, maintenant, quand je rencontre des gens, je leur demande de quel village ils viennent, c'est quoi le village ici, est-ce que c'est important, etc., etc. Ouais. Et donc, j'ai vraiment envie de procéder de façon un peu intuitive en associant des textes. Ouais. L'album que je pense faire, qui serait lié à cette expo, qui est un peu un repérage pour le documentaire avec Michel Zongo, tu vois, Oui. s'intitulerait plus ou moins, je me suis dit, tiens, ça s'intitulerait Le bureau de Monsieur Benjamin.
Donc Monsieur Benjamin, tu vois, j'ai raconté ça ou Oui, pas? oui, Monsieur Benjamin, je me rappelle. Et donc j'ai vraiment envie de démarrer par Monsieur Benjamin qui part du village vers le centre agroécologique, tu vois, et qui va à son bureau, c'est-à-dire l'espace où il fait de l'agroforesterie en fait. Ouais. Enfin, ouais. Une pépinière en fait, bon, il s'occupe aussi de l'ensemble du domaine, mais c'est un villageois, Ouais. mais c'est un villageois au départ, Ouais. lié au chef de village et tout. Et donc je pensais partir de ça, et puis tu vois, articuler toute une série de discours, jusqu'à... Bon, il y a Radio Bassi, Oui. Radio Bassi Zignalé, qui est en fait un groupe d'auditeurs à Bisiga. Ok. Et donc, sont des... Mais je ne sais pas qui c'est des villageois manifestement, qui en fait récoltent un peu les doléances des villageois de Bisiga, et puis on peut en parler à la radio Bassi. Bon, il y a le cinéma ambulant, c'est tout cet c'est qui cet homme-là? Je ne connais pas. Et il y a plein de gens en fait qui sont en train de s'associer au village pour en fait... Ouais. C'est intéressant. Ouais. Mais il faut évidemment que j'ai un intermédiaire, parce que bon, un de mes prochains objectifs, c'est vraiment d'aller au village vraiment, avec Monsieur Benjamin, au moment du dolo, du marché, tout le bazar, et puis visiter un peu ce village de manière plus approfondie, quoi. Village animé en live. Oui, voilà. Ben oui. Ouais. Bon, si je peux ajouter quelque chose sur le village, c'est surtout le fait que moi-même personnellement ça m'a impressionné de repartir comme ça, travailler là-dessus. Parce que du coup, pour ceux qui vivent en ville ici, vous avez un peu cette impression, même si vous ne le dites pas, que le village c'est derrière vous. Vous êtes en ville, le village, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Mais alors quand vous repartez avec un autre regard, genre le regard de chercher quelque chose que vous n'avez pas en ville, vous vous rendez compte que vous apprenez des choses que vous ne connaissiez même pas. Donc, de façon générale, ce que j'ai retenu, c'est que de nos jours là, entre les deux, c'est le village qui a encore des choses à apprendre à la ville. Des choses que la ville a peut-être oubliées, ou bien que la ville ne peut plus retrouver, mais qui sont toujours là au village. Un exemple simple, je veux parler d'une certaine autonomie des gens par rapport à comment ils se gèrent. Vous allez trouver des gens au village qui arrivent à mener leur activité sans dépendre de qui que ce soit, en dehors des autres personnes du village avec lesquelles ils échangent. Alors qu'en ville, quel que soit ce que vous voulez faire, vous avez forcément besoin d'aller vers une institution, vers une administration. Et c'est là que naissent souvent les blocages. Vous voulez faire ne serait-ce qu'un petit projet d'entreprise, vous pouvez facilement vous perdre dans les dédales de l'administration et puis tout s'arrête là. Alors que vous voulez entreprendre quelque chose au village, vous commencez. Et vous verrez ce que ça donne, quoi. Généralement, vous avez de quoi commencer. Ce n'est pas évident en ville. Il y a cette idée de l'économie informelle, qui représente, semble-t-il, 85% des échanges commerciaux dans pas mal de pays africains. Enfin, je parlais avec quelqu'un qui me disait au Sénégal, c'est même 90%, ou ici, 90%. Ah oui. Tu connais un peu cette idée-là, tu as la question de l'économie informelle. Oui, bon, c'est beaucoup discuté ici aussi. Mais bon, le fait est que c'est un peu comme on vient de le dire. En ville, on n'a pas le temps de revoir tout ça. On est un peu plongé dans un milieu qui ne vous laisse pas regarder ni à gauche ni à droite, quoi. C'est un peu comme chez vous. Vous devez vous lever et puis courir dans votre système et puis c'est comme ça là. En visitant par exemple un hangar d'un des forgerons, j'ai vu un élément qui m'a beaucoup impressionné. Je ne sais pas comment vous présenter ça. C'est-à-dire il avait le hangar, il y avait beaucoup de visiteurs. Et donc, ils viennent et puis ils s'arrêtent. Il y en a qui attendent leur tabac, il y en a qui en apportent et puis qui veulent repartir. Le hangar est juste là avec les 4 pilots là. Et lui-même,
Lui-même, il est vers le milieu comme cela, en train de travailler. Avec Salou qui est là pour souffler et puis la fille qui sort pour ici. Non, son problème, ce jour-là, les gens qui arrivaient, comment est-ce qu'il les accueillait? Il n'a pas le temps, il est en train de travailler. Il ne faut pas aussi qu'il reste debout. Donc, ils ont cherché des bois morts, ce genre de bois qu'ils ont utilisé pour faire les piliers. Le hangar, là. Ouais. Et ils en ont trouvé 4, je crois, assez longs là. Ils les ont attachés ensemble, 2 comme cela, avec de la corde, de traîneur. Les 2 étaient attachés comme cela. Et 2 autres encore, comme cela. Avec de la corde encore. Ensuite, un bois coupé dans un arbre qui faisait comme un truc de lance-pierre là, attaché aussi avec ça, jusque là. Un autre ici. Là, ici. C'est comme cela. Donc, du coup, devant nous, on a constitué un banc public avec du bois mort et de la corde, et qui n'était pas moins confortable que les bancs que nous payons ici. Donc, moi, j'étais impressionné parce qu'on avait résolu un problème avec des outils sur place sans avoir recours à autre chose que ce qui était là. Et le banc, on a assisté à sa conception, on est parti le laisser, il est là. C'est tout ce qui fait un peu la magie du village. En ville, si vous êtes là avec des gens qui veulent s'asseoir, l'équation est là, c'est la même équation, mais pour la résoudre, il faut sortir de l'argent. Vous trouvez un menuisier qui va clouer, scier de bois, un truc comme ça. Donc, ils ont toujours des aptitudes que nous on a perdues. C'est dans ce sens que je dis que nous avons toujours beaucoup à apprendre du village, pour nous qui vivons en ville. Et peut-être que si les deux pouvaient encore repartir en symbiose, ça va être mieux pour tout le monde. Un banc rudimentaire là qui était très joli. Je compte même le mettre quelque part dans ma bande dessinée pour. Parce que c'est super intéressant, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin, nous là-bas aussi, de voir ça. Tu vois, de dépasser cette idée, le village pauvre, les pauvres noirs qui crèvent de faim, gna gna gna. Je caricature évidemment, mais c'est quand même pas loin, on n'est pas loin de là. On parle des petits noirs. Isabelle disait ça dans ses stages, les petits noirs, on va aider les petits noirs. Ça c'est vraiment... C'est vrai que souvent quand vous partez les voir comme ça, il y a des visions qui peuvent un peu vous choquer, quoi. Mais c'est un peu sans connaître le fond. Parce qu'ils sont loin d'être malheureux en fait. Ils ne sont pas malheureux. Non, pas du tout. Au contraire, c'est plutôt en ville qu'on est souvent malheureux malgré tout ce qu'il y a comme artefact. C'est ce que je constate. Encore de parler du village en temps opportun, chaque fois que vous en voudrez, quoi. Parce que ça n'arrête pas chez moi en tout cas. On se rend compte que ce qui fait un peu la vitesse que nous vivons ici en ville, c'est un peu les besoins aussi. Voilà. Ici, pour un seul objet qui serait peut-être confectionné au village, il faut en faire peut-être 1 millier en ville ici. Donc comment on le fait? Est-ce qu'on peut le faire encore de façon artisanale comme au village? C'est pas évident. Donc ça pose le problème de ressources, puis le moyen de réalisation aussi. Oui, parce qu'on peut imaginer qu'il y ait plus d'artisans, même en ville, quoi. Oui. En ville, ici à Ouaga, moi je suis frappé par les petits menuisiers sur le bord des routes qui récupèrent du bois on ne sait d'où. Oui, il y en a beaucoup. Dans chaque maison burkinabé, il y a un porte-manteau là complètement artisanal en gros. Oui. Nafissatou, quand elle a loué un nouvel espace, elle a fait faire un lit, elle a fait faire
une chaise, un bureau, et c'est vraiment... Tout le nécessaire. Ouais. Mais elle l'a pas acheté, elle l'a fait faire, vraiment. Ouais. Mais c'est pas évident. Je me demande s'il y a des structures qui encouragent comme ça ce genre d'artisanat, même en ville, quoi. Je n'en connais pas beaucoup. Je n'en connais pas beaucoup. Il y a pas mal de choses pour tout ce qui est production alimentaire, et ça c'est quand même drôlement chouette, quoi, que ça reste. Ouais. Mais pour ce type de fabrication, bon, ici non, c'est des artisans, mais c'est plutôt un peu, c'est pas des objets utilitaires souvent, quoi. Bon, il y a quelques maisons, mais je crois qu'ils sont beaucoup plus axés formation des acteurs eux-mêmes. Mais l'encourager de façon globale comme ça pour un peu l'intégrer à l'économie nationale, peut-être pas une réflexion qui est à jour. Ils sont beaucoup plus en train de former les jeunes. Mais en même temps, souvent c'est des gens qui se posent beaucoup plus de questions par rapport au financement eux-mêmes. Oui. Donc peut-être que ceux qui viennent financer sont intéressés par la formation beaucoup plus que par les choses, quoi. Donc on fait un peu ce qui rapporte. Mais sinon, ça peut être vraiment un bon créneau pour l'Afrique, qui a peut-être la chance en ce moment de ne pas s'imbriquer dans ce que vivent déjà les pays occidentaux, l'industrialisation qui est en train de poser tous les problèmes qu'on connaît. Peut-être qu'il est temps d'examiner notre voie, l'artisanat peut-être, pour voir ce que ça donne. En même temps, quelque part, il faut aussi peut-être réétudier les besoins même des gens. Parce qu'ailleurs, on consomme sans se demander vraiment si on a besoin de tout ce qu'on a en matière de consommation. Alors, on achète parce que ça doit faire partie de son milieu, quoi. On ne se demande pas si on a vraiment besoin de tout ça. En ville ici, on est en train de tomber dans ce piège aussi. On achète des choses qu'on va peut-être mettre une année entière sans utiliser. C'est ça qui, à mon avis, conduit à cette industrialisation un peu folle. Ça devient du commerce, quoi. Évidemment, cette réflexion demande presque des dirigeants éclairés. Oui, c'est vrai. Ou des structures intermédiaires, parce que moi je crois vraiment très fort dans ces grandes ONG, enfin je pense à Pile, tu vois, qui sont des structures intermédiaires et qui là encouragent, en faisant un travail qu'on appelle de plaidoyer sur différents ministères, qui encouragent une forme de développement comme dans le sens de ce que tu dis, quoi. Oui, c'est vrai que je suis de cet avis aussi, par rapport aux ONG là. Je trouve que souvent elles ont plus de souplesse pour agir que l'administration publique, par exemple. Ici actuellement, vous avez au niveau de l'administration publique là, on a imaginé et créé toute forme de structures qui sont un peu en train d'essayer de répondre ou de donner des solutions aux problèmes qui se posent. Tantôt on a parlé de drogue, on a parlé de violence. Actuellement, si vous allez au niveau de l'État, vous allez trouver soit un conseil, soit un comité qui est censé gérer ces questions. Vous voyez, il y a le comité national de lutte contre la drogue, il y a le conseil national de prévention de la violence à l'école, il y a le comité national de lutte contre les IST et puis tout ça. Bon, mais on constate que tant que ça reste lié au gouvernement, à l'État, c'est rigide. C'est rigide. On imagine tout ce qu'il y a comme action à faire, mais à la fin, on ne peut pas déposer de bilan parce qu'on n'a pas fait grand-chose. Alors que, comme vous dites, des organisations comme Apple parviennent à faire beaucoup plus. Pas toujours non plus, évidemment. Pas toujours non plus. Mais dans ce cas-là, c'est un bon exemple. Non, je veux dire, souvent il y a des frais de fonctionnement qui engloutissent tout le budget. Exact. Mais oui, c'est, en tout cas, la question est là, quoi. Maintenant, je crois, ce qu'on est en train de faire, le créneau que tout le monde essaie d'adopter actuellement, c'est celui des associations. Si vous partez du côté de l'administration,
on est en train de dire partout qu'il faut se faire aider par la société civile. Donc, on veut lutter contre la drogue. Nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? Il faut faire appel aux associations qui vont faire la sensibilisation. C'est surtout ça qui est plus important que la répression. Bon, on veut lutter contre la violence. Il faut encore faire appel à des associations spécialisées pour aller au niveau des écoles et pour présenter des choses. En tout cas, c'est un peu ça que tout le monde est en train de voir. Mais ce que moi je constate, c'est qu'un peu partout, on utilise le domaine culturel pour mener ce genre de combat. Surtout pour tout ce qui touche à la sensibilisation. Donc, on veut sensibiliser, qu'est-ce qu'il faut faire? On utilise des supports comme le théâtre, comme la musique, comme les peintures, comme le dessin et autres. On veut encore former, qu'est-ce qu'il faut faire? On utilise encore ce type de support. Donc, quelque part, les acteurs culturels, là, c'est un maillon à ne pas négliger aussi pour tous les types de combats, quoi. Est-ce qu'il faut aller recenser les plus performants et puis les aider d'une façon ou d'une autre? Mais toujours est-il que pour atteindre la population, il faut un intermédiaire, comme vous dites. Un directeur d'une grande administration ne peut pas aller parler de quoi? De violence à l'école aux enfants. Lui-même, il ne comprend pas le lexique des enfants. Les enfants aussi ne le comprennent pas. C'est compliqué, quoi. Donc, il y a des gens entre ces deux qui sont plus à même de communiquer, quoi. Et ça, je crois que c'est valable dans tous les domaines. Que ce soit drogue, violence ou encore préservation de l'environnement. Ce sont des formes d'éducation par des formes justement plus parlantes, plus vivantes, plus proches du vivant en tout cas. Oui, il faudrait que ce soit reconnu, oui, dernièrement. J'ai accompagné un comité qui faisait la lutte contre la violence à l'école. Donc, ils sont allés faire des ateliers de formation dans quelques provinces là. Et l'idée c'était quoi? L'idée c'était de rassembler des acteurs du monde éducatif là pour un peu faire d'eux des formateurs des enfants à l'école pour réduire la violence. Et ils ont eu la bonne idée de demander à ces acteurs là qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la violence à l'école. Et moi je trouvais que c'était très bien parce que du coup c'est ceux-là même qui sont vraiment en contact avec le problème. C'est à eux qu'on a posé la question. Donc les réponses qui sont venues étaient en tout cas pertinentes, quoi. Ils ont expliqué ce qu'ils croyaient qu'on devait faire. Et moi j'ai retenu une réponse qui était assez intéressante. Il y en a qui ont proposé de faire une forme d'éducation civique et morale. Ça existait comme matière du temps de Thomas Sankara. Il y avait carrément une matière comme cela. Et pendant que vous apprenez les mathématiques, le français et tout le reste, en temps, on vous apprend aussi l'éducation civique et morale. On en a discuté. Les organisateurs de l'atelier ont trouvé que c'était bien. Partout où on en a parlé, tout le monde a trouvé que c'était bien. Après, on a demandé des critiques. Bon, j'ai juste donné mon avis comme ça. Je dis qu'en réalité, c'est bien de réintégrer ou de mettre en place une forme d'éducation civique et morale. Mais peut-être qu'il faut le voir autrement. Il y a des mots actuellement qui sont vidés de leur sens. Si vous partez à l'école primaire et que vous dites aux enfants, voici une nouvelle matière, on va faire éducation civique et morale. Dans leur concept là, vous revenez dire qu'on va faire éducation, c'est comme si vous dites au fond, on va faire encore une nouvelle brimate. Une nouvelle matière avec de nouvelles notes, avec de nouvelles sanctions. C'est ça qu'on va voir surtout. Le contenu, on ne va pas le voir. Donc, je disais à l'un des organisateurs de l'atelier, peut-être que cette éducation civique et morale là, vous pouvez la cacher dans autre chose qui ne soit pas directement une matière à l'école. Vous pouvez utiliser des interventions culturelles. Et peut-être même pas la noter en tant que note de passage ou note d'évaluation. Faire en sorte que ce soit aimé par les enfants. Et après, vous pouvez véhiculer votre message à l'intérieur. Mais sinon, si vous la ramenez pour dire on va éduquer, pour vous rendre droit là,
ça pose problème, quoi. Mais tout ça, c'est des sujets qu'il faut faire réfléchir par des gens qui sont plus appropriés et tout. Oui. Moi, je crois que, surtout en ce qui concerne les enfants, ils sont plus captivés par ce qui les attire, quoi. Si ça les amuse, facilement ça passe. Oui. Oui, c'est vraiment le... Après, il y en a qui ont cru que j'étais en train de défendre mon métier. Parce que, après, ce qui est sorti comme proposition, c'est que même s'il faut faire des livres pour cette éducation physique, civique et morale, là, il fallait faire un joli livre avec des illustrations, peut-être de la bande dessinée. Il dit, bah, mais écoutez, c'est ça qui plaît aux enfants. Si après vous, ça ne vous plaît pas, bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais toujours est-il que si vous faites un deuxième livre de lecture, le premier déjà il ne l'aime pas. Vous pouvez amener un deuxième si vous voulez. S'il n'y a rien, il faut les attirer à l'intérieur. Oui. Il faut faire en sorte qu'ils aiment. S'ils aiment, ça passe. Et l'expérience a montré qu'à l'école primaire surtout, tous les enfants aiment le dessin, quoi. Les enfants aiment le dessin. Oui. On a envie de voir si c'est dessiné, on a envie de voir si c'est illustré. Et c'est comme ça qu'on gagne les tout petits en lecture, quoi. Je n'imagine pas un livre de lecture de primaire sans illustration. Qu'est-ce que ça va donner? Et les faire, oui. Ouais. Et les faire dessiner aussi. Oui, les faire dessiner aussi. Ouais. Ils aiment beaucoup. Ouais. Ils aiment beaucoup. Donc c'est bien, hein? Et beaucoup de choses étaient faites dans le passé, ont été abandonnées. Et puis aujourd'hui, quand on se met à réfléchir là, on finit par retomber là-dessus. Ouais. Vous voyez ces pépinières au niveau des écoles là, il y en avait. Et c'était assez simple d'ailleurs. C'était vous l'arrosiez à tour de rôle comme en corvée. Après, ça vous plaît et puis vous venez vous-même arroser. Benogo, c'est vraiment au niveau zéro, hein, cette histoire-là. Là, ça a un peu raté. Je t'ai raconté qu'à Wemtenga, juste à côté de Benogo, il y a une architecte belge, une jeune, qui est en train de construire une école selon les principes de Francis Kéré. Tu vois Francis Kéré? Oh. Ok, voilà. Ouais. Donc le type qui a fait Village Opéra, enfin le oui, monsieur qui a fait ça. Ouais. Et donc j'ai appris ça un peu par Koalga. Qui sera là ce week-end. Okay. Donc il me disait, donc ils sont en train de faire un jardin pépinière à Wemtenga, juste à côté de Benogo. Et donc Patty Gitsom me disait, mais peut-être que Benogo, entendant ou non, c'est pas Lumbila, c'est Benogo et enfin peu importe, va dire tiens voilà ils le font à Wemtenga, donc on va quand même démarrer aussi ça chez nous. Ouais. Bah alors c'est fou quoi. Une école selon les principes de Kéré. C'est extraordinaire. Oh, oui. J'ai eu au téléphone la jeune architecte là. Je pourrais peut-être bien l'inviter ce week-end. Tu passeras à la Maison du Peuple? Oui, pour le truc donc sur Slow Food. Oui. Non, on ne le fait pas et puis après, il n'y a plus rien. Oui, c'est aussi un truc qui m'intéresse beaucoup chez Apple, c'est qu'ils sont dans un processus de capitalisation, comme ils disent. Exact. Et alors, je t'ai peut-être dit, j'ai été à Koudougou là, il y a 10 jours, et donc Abdoulaye m'avait proposé de venir voir il travaille sur 13 problématiques différentes, et donc plusieurs personnes, plusieurs collaborateurs d'Apple, travaille sur un projet particulier. Donc là, on a vu un truc sur la laiterie solidaire de Kaya, l'ESOCA. Et donc, c'était vraiment expliquer un petit peu tout le processus de création de cette laiterie solidaire. Et puis, Abdoulaye était vraiment à dire, mais voilà, c'est déjà bien ce qu'on a, mais on peut faire beaucoup mieux. Et donc, ça m'intéressait parce que ça passait aussi... Bon, Apple défend également les cultures traditionnelles. À Kaya, on est vraiment dans une zone Peul et tout ça, avec l'élevage est évidemment premier. Mais tout ça apparaissait peu en fait dans le document. Et puis en même temps, je me disais, mais il y a des trucs qu'on pourrait vraiment dessiner, quoi. On pourrait vraiment faire
un travail moins style ONG, moins, tu vois le style de l'ONG, c'est pas drôle en fait. Oui. C'est pas très vivant, c'est des rapports, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais ça, évidemment, c'est idéal aussi. Il y a un auteur français qui disait en fait pour. Le panafricanisme là. Oui, oui, oui. Mais c'est un peu le même sort pour tous. Hein. Ils ont beaucoup été combattus par ceux qui n'avaient pas intérêt à les voir prospérer. Oui, oui, j'imagine. C'est le jeu de la politique. Oui, oui. Malheureusement. Les gens qui avaient des idées claires. C'est-à-dire, aujourd'hui même, on trouve beaucoup de gens qui les défendent, qui reprennent un peu leurs propos, mais je trouve que souvent, ils n'ont pas très bien compris qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là. Voilà. Vous voyez quelqu'un comme Thomas Sankara qui disait depuis son temps que l'Afrique est exploitée et l'Afrique est, je sais pas, est brimée. Mais ne vous trompez pas, ce n'est pas le blanc qui brime l'Afrique. Il y a un groupe des organisations qui briment l'Afrique. Ces mêmes organisations briment aussi l'Europe. Donc, en fait, ils combattaient des systèmes. Ces gens-là, ils étaient très visionnaires. Ils voyaient que c'était des systèmes qui fonctionnaient et qui, au détriment de tout le monde en fait. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se disent panafricanistes, ils croient qu'ils doivent combattre les blancs ou bien, je ne sais pas, de politique, non? Vous vous trompez. Ailleurs, si vous avez l'occasion de vous déplacer, vous allez trouver que les gens ont les mêmes difficultés partout. Difficultés. Ouais. Et même par endroits, on trouve que ce système est en train de se retourner contre ceux-mêmes qui l'ont conçu. Comment on fait? Ouais, c'est très mal parti. Hein. Ah. Alors vraiment, lui donner les directives pour avancer, quoi. Thomas est une région assez tranquille, pas très perturbée. Et puis il y a des ethnies comme les Samo et puis les Dagara. Ils misent beaucoup sur l'éducation en fait, j'ai remarqué. Et vous allez arriver en zone Samo ou en zone Dagara, vous allez trouver que le taux de fréquentation à l'école est plus fort. Hein, les gens partent beaucoup plus à l'école qu'ailleurs. C'est au nord que ça c'est beaucoup plus catastrophique, quoi. Au nord, les écoles sont un peu vidées. Alors qu'ils quittent l'école c'est pas pour aller faire autre chose. Ils restent dans la rue à tourner, à commander. C'est un peu la force de la culture aussi. La société burkinabé reste vraiment une grande mosaïque, mais très, très dynamique en fait. Oui, oui, exactement.